cours des derniers mois de 2011, la Libye était plongée dans une guerre ouverte. Les villes du nord subissaient des sièges constants. L'État qui, pendant des décennies, avait été contrôlé d'une main de fer par Mouammar Kadhafi, se fragmentait face aux milices et aux bombardements étrangers. Sirte, son lieu d'origine, devint le dernier bastion de résistance, entouré de combattants déterminés à mettre fin à son régime. Dans ce scénario d'effondrement, sans institutions fonctionnelles et avec des milliers de déplacés, la figure du dirigeant qui avait dominé le pays depuis 1969 s'écroulait également. Pendant plus de 4 décennies, il avait façonné un système personnaliste, mélangeant répression interne et rôle changeant à l'étranger. Qui était-il vraiment et quelle fut son horrible fin? Un enfant du désert. Il n'y avait pas de registre officiel de sa naissance. On savait seulement qu'il était venu au monde en 1942, dans une zone poussiéreuse de la banlieue de Sirte, dans la partie centrale de la côte libyenne. Sa famille, membre d'une tribu bédouine qui parcourait le désert à la recherche de pâturages et d'eau, vivait dans des tentes rudimentaires et dépendait du bétail. Son père était berger et savait à peine lire. Sa mère n'avait pas non plus d'éducation formelle. L'environnement était rude, sans commodité ni accès aux services de base. Les conditions extrêmes ont forgé son caractère dès ses premières années. Il a appris à se mouvoir entre le sable, la chaleur et la rareté, sans contact avec les villes ni avec la vie moderne. Depuis son enfance, il a été témoin de la manière dont les siens étaient traités comme inférieurs par les autorités urbaines, en particulier à Tripoli, où les Bédouins étaient considérés comme arriérés. La monarchie régnante, alliée aux intérêts occidentaux, ne représentait pas les communautés de l'intérieur. Le pétrole n'avait pas encore transformé le pays, et les contrastes entre les secteurs urbains et les régions rurales étaient énormes. Dans les zones éloignées de la capitale, la pauvreté était quasi absolue. Les écoles étaient rares et les opportunités nulles. Cependant, sa famille a réussi à le faire fréquenter une petite école à Sirte. C'est là qu'il a commencé à se distinguer. Ses professeurs ont remarqué qu'il était appliqué, curieux et très conscient de son environnement. Bien qu'il n'ait pas de ressources, il faisait preuve d'une détermination peu commune. Il s'intéressait particulièrement à l'histoire et à la politique, et très vite il a commencé à poser des questions embarrassantes. Il écoutait attentivement les nouvelles concernant le monde arabe. Bientôt, il a commencé à parler avec admiration de Gamal Abdel Nasser, le leader égyptien qui promouvait l'unité arabe et l'indépendance face au colonialisme. Le jeune Libyen était fasciné par son discours et sa personne. Il a commencé à copier ses gestes, ses phrases, sa façon de s'habiller. En 1956, alors qu'il était encore un adolescent, quelque chose qui le marquerait s'est produit. Pendant la crise de Suez, l'Égypte a été attaquée par Israël, la France et le Royaume-Uni. Nasser a nationalisé le canal et a défié les puissances étrangères. En Libye, la majorité de la population suivait les événements avec attention. Le jeune homme a organisé une manifestation d'étudiants en soutien à Nasser. Ce fut son premier acte politique. Malgré son jeune âge, il a fait preuve de leadership et de capacité de mobilisation. Les professeurs l'ont réprimandé, mais parmi ses camarades, il a gagné le respect. Depuis lors, il a commencé à penser à s'organiser de manière plus sérieuse. À la fin de l'école primaire, il s'est rendu à Saba, une ville plus grande dans le sud du pays. Là, il est entré dans une école secondaire où il a poursuivi ses études. Dans cet environnement diversifié, avec des étudiants de différentes tribus et régions, il a renforcé sa vision nationaliste. Il observait comment la pauvreté, la discrimination et le retard étaient partagés par beaucoup et comment la monarchie n'offrait pas de solution. C'est à Sabha qu'il a commencé à former un petit groupe de jeunes aux idées similaires. Il lisait des pamphlets, analysait les discours de Nasser, discutait de l'avenir de la Libye. Il le faisait en secret, conscient qu'il pouvait être puni. En 1961, après avoir terminé le baccalauréat, il décida de s'inscrire à l'Académie militaire de Benghazi. Il choisit cette voie car il considérait que l'armée était la seule institution capable de provoquer un changement réel. Il ne faisait pas confiance aux partis ni aux institutions traditionnelles. Il pensait que seuls les militaires pourraient en finir avec la monarchie et l'influence étrangère. Son passage à l'Académie coïncida avec une période d'agitation dans le pays. Le pétrole commençait à générer des revenus importants, mais la richesse n'était pas distribuée. Le roi Idriss maintenait une attitude complaisante envers les compagnies étrangères et la majorité de la population restait exclue.
Durant sa formation militaire, le jeune homme montra de la discipline, de l'ambition et un fort sens de la mission. Ce n'était pas un élève brillant du point de vue technique, mais il se distinguait par sa capacité de leadership et sa conviction idéologique. Il restait en contact avec son groupe de sabbat, qui opérait désormais avec plus de discrétion. Ils utilisaient des pseudonymes et communiquaient par des notes chiffrées. À mesure que les années avançaient, son petit cercle se transforma en une cellule bien organisée. Il planifiait une action décisive, mais savait qu'il devait attendre le bon moment. En 1963, il effectua un bref séjour au Royaume-Uni où il participa à un cours d'entraînement militaire. L'expérience ne l'impressionna pas. Il revint avec une image négative de la culture britannique, qu'il considérait décadente et éloignée des valeurs du monde arabe. Cette impression renforça son rejet de l'Occident. Il était convaincu que la Libye devait se libérer complètement de toute influence étrangère. En revenant, il intensifia son travail clandestin. Il n'était plus seulement un jeune homme avec des idées. Il avait maintenant un plan. En 1965, il commença à rédiger avec ses compagnons un projet politique. Ils l'appelèrent le projet du mouvement secret. Il était inspiré par la pensée de Nasser et posait la nécessité d'une révolution dirigée par de jeunes officiers. Le document, bien que rudimentaire, contenait les éléments de base de ce qui deviendrait plus tard sa plateforme idéologique. Il incluait des critiques de la monarchie, des propositions pour redistribuer la richesse pétrolière et un appel à l'unité arabe. Le groupe n'avait pas de nom officiel, mais agissait avec fermeté. Ils n'étaient plus de simples étudiants avec des rêves. Ils se préparaient à prendre le pouvoir. En 1966, il fut affecté à une unité de l'armée près de Tripoli. Le transfert lui permit d'élargir son réseau de contacts, notamment avec d'autres jeunes officiers qui partageaient sa vision du changement. Dans ce nouvel environnement, il put observer comment d'autres unités commençaient à articuler des visions critiques du régime. Au lieu de se limiter au cercle de Sabha, son projet prenait une dimension nationale. La surveillance restait intense, de sorte que chaque échange devait être effectué avec prudence. L'idée d'une action coordonnée prenait forme, mais il savait que le risque était élevé et que tout faux pas pouvait les mettre en évidence. Au milieu de 1968, la situation en Libye est devenue plus tendue. Le roi était malade et on parlait d'une possible succession. Les jeunes officiers ont perçu qu'une opportunité approchait. Ils ont analysé différents scénarios et ont décidé d'avancer. Ils se sont proposés d'agir avant qu'un autre groupe ne prenne l'initiative. Dans les premiers mois de 1969, ils ont commencé à se mobiliser. Ils ont tenu des réunions plus fréquentes, ont collecté des fonds, ont identifié des points clés à Tripoli. Leur plan consistait à exécuter un coup d'État sans effusion de sang, profitant du mécontentement général et de la faiblesse du régime. Dans cet environnement, le jeune homme qui était né sans enregistrement, élevé parmi les chèvres et le vent du désert, était sur le point de devenir le leader d'un pays. Il n'avait que 27 ans et n'avait jamais occupé un poste important. Il n'avait ni soutien international ni structure politique. Mais il possédait quelque chose que peu avaient, un réseau de loyauté forgé dans la clandestinité, une vision claire de l'avenir et une détermination absolue. Le renversement du roi Idriss et la prise du pouvoir. Au milieu des années 60, le jeune Kadhafi avait déjà rejoint l'armée libyenne après avoir terminé ses études à Benghazi. Son passage à l'académie militaire a non seulement consolidé ses idées panarabistes, mais lui a également permis d'établir des liens avec d'autres officiers de sa génération qui partageaient sa vision de changement. L'institution militaire a fonctionné comme un espace fermé où ses idées politiques se sont renforcées, tandis que la monarchie montrait des signes de faiblesse. Bien que le roi Idriss fût toujours au pouvoir, beaucoup considérèrent sa figure comme distante et étrangère aux exigences d'une société de plus en plus connectée aux discours nationalistes venant du Caire. Dans ce contexte, Kadhafi aperçut qu'une opportunité inédite s'ouvrait pour agir de l'intérieur des structures militaires, profitant du mécontentement croissant. Pendant ces années, son cercle le plus proche a commencé à prendre forme. Tandis que l'administration du roi entretenait des liens étroits avec les puissances occidentales et conservait des structures coloniales au sein de ses institutions, le groupe dirigé par Kadhafi progressait dans la création d'un réseau clandestin au sein des casernes. Ils n'étaient pas des figures publiques et ne bénéficiaient du soutien d'aucun parti, mais leur présence dans différentes unités militaires leur donnait accès à des informations clés et leur permettait de mesurer le moment opportun avec discrétion. Malgré leur jeunesse,
le groupe opérait avec une discipline méticuleuse. Il se réunissait dans des maisons privées, évitait l'exposition inutile et limitait les communications à des cercles strictement fiables. La figure de Kadhafi se consolidait comme un leader naturel, non pas en raison de son rang militaire, qui était modeste, mais par sa capacité à articuler des idées et à maintenir la cohésion du groupe. Durant les années précédant le coup d'État, la Libye connaissait une stabilité apparente. La richesse pétrolière nouvellement découverte commençait à transformer certaines zones du pays, mais la distribution de ces ressources était inégale. Les zones rurales restaient plongées dans la pauvreté, et les décisions continuaient d'être concentrées au sein d'une élite vieillissante. Bien qu'une constitution existât, son application était limitée, et le Parlement opérait sous le contrôle de l'entourage palatial. Les rumeurs concernant la possible abdication du roi s'intensifièrent à mesure qu'avançait 1969. Idriss passait de longues périodes hors du pays et sa santé commençait à se détériorer. Dans ce contexte, le groupe d'officiers dirigé par Kadhafi décida que le moment d'agir était venu. La date choisie fut le 1er septembre, profitant de l'absence du monarque et de la désorganisation temporaire au sein de la chaîne de commandement. Durant la nuit précédant le coup d'État, les unités clés de Benghazi, Tripoli et d'autres bases stratégiques furent prises sans résistance. Il n'y eut pas d'affrontement ni de tir. Le déploiement fut rapide et précis. Les stations de radio tombèrent sous le contrôle du mouvement aux premières heures de l'aube. Lorsque les ministres commencèrent à prendre connaissance de ce qui se passait, ils n'avaient plus aucune capacité de réaction. L'opération fut exécutée avec une telle rapidité que de nombreux citoyens se réveillèrent sans savoir que le pays avait changé de régime durant la nuit. Le roi Idriss, qui se trouvait en Turquie pour des raisons médicales, fut informé du coup d'État par des tiers. La nouvelle le surprit sans lui laisser de marge pour planifier une réponse. Son neveu, désigné comme héritier, fut arrêté sans opposer de résistance. En quelques heures, le Conseil de commandement révolutionnaire, dirigé par Kadhafi, prit le contrôle absolu de l'État. La première communication officielle du nouveau régime fut une déclaration radiophonique annonçant la fin de la monarchie et le début d'une nouvelle ère républicaine. Le message était rédigé sur un ton solennel, avec des références à la dignité nationale, à la justice sociale et à la nécessité de libérer le pays de la dépendance étrangère. Le Conseil ne révéla pas immédiatement les noms de ses membres, projetant une image d'unité, tout en assurant le contrôle de l'appareil d'État. Les institutions continuèrent de fonctionner durant les premiers jours, sous de nouvelles ordres émanant d'un groupe réduit d'officiers jeunes. Dans les rues, la population réagit avec surprise, mais sans signe de résistance. Certains secteurs célébrèrent la fin d'un régime perçu comme obsolète, tandis que d'autres attendèrent prudemment de voir la direction du nouveau leadership. La presse internationale décrivit le coup d'État comme un changement sans violence et souligna la figure énigmatique du jeune colonel qui n'avait pas encore paru en public. Durant les jours suivants, les médias d'État commencèrent à construire son image comme celle d'un leader austère, discipliné et engagé envers le peuple. Les premières photographies officielles montraient un Kadhafi sobre, sans uniforme de gala ni insigne voyante. Son langage était direct et appelait constamment à l'unité nationale. Contrairement à d'autres coups militaires dans la région, le sien ne se présenta pas comme une prise de pouvoir individuelle, mais comme une action collective visant à corriger une voie erronée. Les autres membres du Conseil du commandement révolutionnaire restèrent en arrière-plan. Bien que formellement égaux, la voix de Kadhafi s'imposait dans les communiqués et les décisions clés. Son influence ne provenait pas d'une carrière militaire remarquable, ni de liens familiaux avec des élites traditionnelles, mais de sa capacité à articuler un récit combinant le nationalisme arabe avec l'identité islamique et la redistribution des richesses. Au fil des semaines, le nouveau gouvernement commença à mettre en œuvre des mesures symboliques. La nationalisation partielle de certains secteurs fut ordonnée, des bases étrangères furent fermées et une politique étrangère indépendante fut adoptée. Les ambassades occidentales furent instruites de renégocier leurs accords selon de nouvelles conditions. Le nouveau régime ne recherchait pas l'isolement, mais voulait clairement indiquer que la Libye déciderait de ses alliances depuis une position souveraine. Le Conseil a également mis en œuvre une série de réformes internes. Le système judiciaire a été réorganisé, les contenus éducatifs révisés et un contrôle plus strict imposé aux médias. Parallèlement, une structure de surveillance a été créée pour surveiller toute tentative de restaurer la monarchie.
Bien qu'il n'y ait pas eu d'exécution publique ni de répression ouverte au cours de ces premiers mois, l'appareil de sécurité a commencé à se renforcer dès le début. Kadhafi insistait sur le fait que la révolution devait être défendue non seulement dans le discours, mais aussi dans les faits. C'est pourquoi chaque nomination à des postes clés était soigneusement évaluée. La loyauté envers le nouvel ordre est devenue une condition indispensable. Les liens avec le régime précédent ont cessé d'avoir une validité institutionnelle. La nouvelle étape progressait sans concession aux figures du passé, et tout geste de doute était soumis à suspicion. À la fin de 1969, la figure de Kadhafi occupait déjà le centre de la scène nationale. Bien que le Conseil continuât d'opérer comme un organe collectif, c'est lui qui parlait devant la presse, recevait les délégations étrangères et signait les décrets les plus importants. Les médias d'État ont commencé à construire un récit héroïque autour de son leadership. Sa jeunesse était présentée comme un symbole de renouveau, sa formation militaire comme une garantie d'ordre et son origine humble comme une preuve d'authenticité populaire. En peu de temps, le nouveau régime est passé d'une expérience d'officiers idéalistes à une structure solide dirigée par un leader charismatique qui projetait confiance et fermeté. Le coup d'État avait été incruent, mais son impact se faisait sentir dans chaque recoin du pays. L'ère monarchique avait pris fin, et à sa place commençait une révolution qui promettait de ne rien laisser sans transformer. Consolidation du régime et l'imposition du livre vert. Après le triomphe du coup d'État et la chute de la monarchie, Mouammar Kadhafi et le Conseil du commandement révolutionnaire ont initié un processus visant à éliminer toute structure politique antérieure et à consolider le nouveau régime. À peine installé au pouvoir, la Constitution de 1951 a été suspendue, le Parlement a été aboli et l'interdiction totale des partis a été décrétée. Les institutions traditionnelles du royaume ont été annulées et à leur place est apparu un appareil d'État directement contrôlé par la junte d'officiers. Le message était clair. Aucune opposition ni alternative au leadership du nouveau conseil ne serait acceptée. Dans les premières semaines, des purges ont été lancées contre des personnalités liées au roi Idriss et contre quiconque pourrait incarner une résistance au changement. La concentration progressive du pouvoir a laissé derrière elle tout vestige de pluralisme, marquant le passage d'une junte collective au domaine exclusif de Kadhafi. Le Conseil du commandement révolutionnaire, dirigé par Kadhafi en tant que figure principale, a pris le pouvoir en arguant qu'il menait une profonde transformation du pays. Cependant, il est vite devenu clair que le nouveau régime s'articulerait autour du contrôle absolu du pouvoir. Les décisions politiques ont commencé à émaner exclusivement du Conseil, sans espace pour la délibération publique ni la représentation parlementaire. L'absence d'élections a été justifiée comme un rejet des modèles occidentaux, tout en renforçant les instruments de sécurité intérieure. Dès les premières années de la décennie de 1970, la Libye est entrée dans une période de surveillance constante, où la vie politique a été remplacée par l'obéissance à l'autorité militaire. Dans ce nouveau scénario, Kadhafi a promu son projet idéologique particulier. Inspiré par le nationalisme arabe, mais avec ses propres contributions, il a commencé à formuler ce qui serait plus tard connu sous le nom de livre vert. Dans celui-ci, le colonel prétendait offrir un guide complet pour organiser la société, le présentant comme une troisième voie entre le communisme et le capitalisme. Le texte, publié en plusieurs phases au cours de la décennie, a été converti en dogme officiel de l'État. Il a été ordonné qu'il soit étudié dans les écoles, les universités, les institutions publiques et aussi lors des réunions communautaires. L'idée de démocratie directe exprimée dans le livre a été utilisée comme justification pour dissoudre toute tentative de pluralisme. Selon cette vision, le peuple devait s'exprimer dans des comités populaires, mais dans la pratique, ces organes étaient sous la surveillance et le contrôle du régime. Le texte a été promu comme un guide fondamental du nouveau système. Son contenu était présenté comme incontestable, et on s'attendait à ce que la population l'accepte comme base incontestée de l'ordre révolutionnaire. À mesure que le livre vert s'imposait comme référence obligatoire, la répression s'est intensifiée. Ceux qui exprimaient des doutes, des désaccords ou des critiques étaient considérés comme des ennemis de la révolution. Des tribunaux spéciaux ont été créés pour poursuivre les opposants et les centres de détention se sont multipliés. L'incarcération arbitraire et la perte de contact avec les proches détenus ont contribué à un climat social marqué par une peur persistante. La surveillance est devenue omniprésente.
s'étendant des institutions éducatives à l'appareil militaire lui-même, pour anticiper tout signe de désobéissance ou de fracture interne. Les citoyens étaient contraints de faire preuve de loyauté publique, tandis qu'en privé régnait la peur. Les années 70 furent aussi le moment où le régime perfectionna un système de délation et de contrôle social. La population était incitée à signaler toute activité suspecte, générant un climat de méfiance généralisé. Voisins, camarades d'études ou de bureau pouvaient devenir des informateurs, et cette possibilité réduisait l'espace de la libre expression. Les arrestations pour de simples commentaires étaient courantes et servaient d'avertissement aux autres. L'appareil de sécurité réussit ainsi à étendre son influence jusque dans les sphères les plus intimes de la vie quotidienne. Le discours officiel proclamait que la Libye vivait une révolution permanente qui avait rendu le pouvoir au peuple. En réalité, le contrôle était entre les mains d'un cercle restreint d'officiers et de la figure centrale de Kadhafi. Les institutions traditionnelles furent remplacées par des comités et le régime construisit un récit où toute dissidence était assimilée à une menace pour la révolution, légitimant ainsi l'usage systématique de la répression. Dans les universités, les étudiants étaient contraints de participer à des activités politiques organisées par le régime, où l'idéologie du livre vert était exaltée et les critiques condamnées comme contre-révolutionnaires. Les salles de classe devinrent des espaces d'endoctrinement plutôt que d'enseignement académique. En peu de temps, le régime instaura un système où les détentions arbitraires devinrent une ressource quotidienne pour neutraliser toute dissidence. Au-delà des procès formels, des espaces extralégaux émergèrent où étaient poursuivies les personnes désignées comme remettant en question le discours officiel. Les rapports sur les abus physiques commencèrent à filtrer hors du pays, témoignant d'une méthode systématique pour supprimer la désapprobation. La répression ne répondait plus à des situations exceptionnelles, mais opérait comme un mécanisme constant pour conserver le contrôle du pouvoir. Pendant ce temps, Kadhafi consolidait son image à l'étranger comme un leader défiant l'Occident. Sa politique de confrontation internationale renforçait sa légitimité interne, car elle présentait la répression comme faisant partie d'une défense contre des complots externes. Dans ce cadre, le livre vert fut également exporté et distribué dans d'autres pays, promu comme modèle alternatif au système capitaliste et au communisme soviétique. En Afrique et dans le monde arabe, le texte circulait comme symbole d'un projet différent, bien qu'en Libye, il fut imposé comme un dogme sous la menace. Les comités populaires, présentés comme une expression de démocratie directe, se multiplièrent dans tout le pays. Mais en réalité, ils fonctionnaient comme des structures de surveillance qui assuraient le contrôle du régime sur tous les aspects de la vie quotidienne. Les réunions étaient surveillées et les décisions devaient s'aligner sur la ligne officielle. Tout désaccord pouvait se traduire par des représailles immédiates. Grâce à ces comités, le régime réussit à maintenir une présence constante dans la vie quotidienne, des affaires professionnelles à l'organisation des quartiers. Le processus de consolidation du pouvoir fut achevé avec l'élimination de toute référence à l'ancien système monarchique. Des symboles du royaume furent effacés, des récits historiques furent réécrits et la révolution de 1969 fut exaltée comme le début d'une nouvelle ère. Kadhafi, encore jeune, s'érigea en figure centrale et indispensable. Le Conseil du commandement révolutionnaire joua un rôle important durant les premières années, mais progressivement le colonel se plaça au-dessus de ses compagnons, se projetant comme leader incontesté. Durant cette étape, la répression servit également à empêcher toute fracture possible au sein du régime. Les officiers qui montraient des ambitions furent écartés, emprisonnés ou envoyés en exil. Le pouvoir se concentra progressivement dans un cercle de plus en plus restreint, où la loyauté personnelle envers Kadhafi était le critère fondamental. La décennie de 1970 fut marquée par ce modèle de contrôle politique et social. La Libye se transforma en un pays sans parti, sans presse libre, sans parlement, et avec une citoyenneté soumise au dogme du livre vert. Les prisons bondées et le climat de peur étaient une partie inséparable du système. Le régime justifiait chaque mesure comme nécessaire pour préserver la révolution, tandis que la population vivait dans une tension constante. En arrivant à la fin de ces années, le projet idéologique de Kadhafi était fermement établi. Le livre vert était devenu une référence obligatoire, les comités populaires la seule forme d'organisation et la répression un outil permanent de gouvernement. La machinerie du régime fonctionnait avec précision.
Les structures de l'État répondaient à un unique centre de pouvoir, et toute forme de dissidence était assimilée comme trahison à la révolution. Libye contre le monde. Après avoir consolidé son pouvoir interne, Mouammar Kadhafi a tourné son attention vers la scène internationale. Depuis le milieu des années 1970, son régime s'est caractérisé par un affrontement constant avec l'Occident, en particulier avec les États-Unis et le Royaume-Uni. Le leader libyen a cherché à projeter son pays comme un bastion révolutionnaire, prêt à défier les puissances qu'il considérait responsables de la domination dans le monde arabe et africain. Dans ce cadre, la Libye a commencé à se distinguer non seulement par sa politique pétrolière, mais aussi par son soutien ouvert aux mouvements armés dans plusieurs régions. L'hostilité de Kadhafi envers Washington s'est intensifiée lorsqu'il a accusé les États-Unis d'interférer dans les affaires internes des pays arabes et de maintenir des bases militaires sur des territoires qu'il considérait comme faisant partie de la souveraineté régionale. Le colonel a fait de cette rivalité un élément central de son discours, répétant lors de forums internationaux que la Libye ne se soumettrait pas aux pressions étrangères. Dans la même période, Londres a été la cible de critiques similaires, en raison de son lien historique avec le royaume déchu et de la présence d'intérêts économiques dans le pays. Ces tensions ont marqué le début d'une longue confrontation diplomatique qui a rapidement évolué vers des épisodes de violence directe. Dans la seconde moitié des années 70, Kadhafi a étendu son influence extérieure par le financement et le soutien à des groupes considérés comme insurgés dans diverses parties du monde. Des factions palestiniennes aux organisations en Irlande du Nord, en passant par des mouvements en Afrique de l'Ouest et centrale, le régime libyen se présentait comme le parrain de cause qui disait lutter contre l'oppression. Cette politique a alarmé les gouvernements occidentaux qui ont commencé à identifier la Libye comme un État exportant la déstabilisation. Le pays a été désigné comme responsable de l'entraînement de militants dans des camps situés sur son territoire et de la fourniture d'armement pour des actions en dehors de ses frontières. Les dénonciations de la participation libyenne à des attentats et des opérations secrètes se sont multipliées tout au long de la décennie suivante. En Europe, des attaques ont été signalées dans des discothèques, des aéroports et des rues fréquentées qui, selon des enquêtes ultérieures, avaient des liens avec des agents libyens. Cette implication croissante a placé le pays sur la liste des États parrains du terrorisme établie par Washington. En réponse, plusieurs ambassades libyennes ont été soumises à un isolement progressif et à des restrictions diplomatiques. L'un des épisodes qui a accentué cette détérioration s'est produit à Londres en 1984, lorsqu'un tir effectué depuis la mission diplomatique libyenne a entraîné la mort d'une agente de police britannique lors d'une manifestation d'opposants devant le bâtiment. Le fait a généré une crise de vastes proportions et a conduit à la rupture totale des relations entre la Libye et le Royaume-Uni. La confrontation avec les États-Unis a atteint des niveaux plus graves durant la présidence de Ronald Reagan. Dans le discours américain, Kadhafi a été défini comme l'un des leaders les plus dangereux du monde et comme une menace directe aux intérêts de Washington. La tension a monté à la suite d'incidents dans le golfe de Sirte, où la marine libyenne revendiquait la souveraineté sur des eaux que les États-Unis et leurs alliés considéraient comme internationales. Des affrontements aériens et navals dans cette zone se sont soldés par des avions libyens abattus, alimentant la rhétorique de confrontation. Dans ce contexte, le gouvernement nord-américain a décidé d'aller plus loin, planifier une attaque directe contre les installations du régime. Le bombardement de Tripoli et de Benghazi en avril 1986 fut la culmination de cette escalade. Des avions américains lancèrent des missiles contre des objectifs militaires et résidentiels, parmi lesquels le complexe de Bab al-Azizia, résidence habituelle de Kadhafi. Bien que le colonel ait survécu, plusieurs de ses proches furent tués et l'action laissa un bilan de civils décédés. Washington justifia l'opération comme représailles suite à l'attentat contre une discothèque à Berlin fréquentée par des soldats américains, dont il tint des agents libyens pour responsables. L'offensive fut condamnée par de nombreux pays, mais en même temps elle consolida l'image de la Libye comme un État ouvertement opposé à l'Occident. Malgré le coup, Kadhafi ne modéra pas son discours. Après le bombardement, il renforça le message de résistance et présenta son pays comme victime d'agressions impérialistes. Les rassemblements publics multiplièrent les slogans contre les États-Unis, tandis que sur le plan international, un soutien était recherché en Afrique et parmi les mouvements non alignés. Cependant, la pression extérieure ne cessa de croître.
La stratégie de soutenir des groupes armés et de maintenir des opérations à l'étranger continuait de générer des réactions adverses. L'épisode qui marqua un point de non-retour dans l'isolement libyen fut la tragédie de Lockerbie en décembre 1988. Un avion de la compagnie Pan Am explosa au-dessus de cette localité écossaise, causant la mort de plus de 270 personnes. Les enquêtes internationales conclurent que l'opération avait été organisée avec la participation directe d'agents libyens. À partir de ce moment, la communauté internationale adopta des sanctions sévères. Le Conseil de sécurité des Nations Unies approuva des résolutions imposant des restrictions diplomatiques, l'interdiction de vol et un embargo sur les armements contre la Libye. Lockerbie non seulement approfondit l'hostilité internationale, mais servit d'argument pour prolonger les sanctions pendant 10 ans. Durant la décennie de 1990, ces sanctions provoquèrent une détérioration considérable de l'économie libyenne. L'industrie pétrolière, principale source de revenus, fut affectée par la difficulté d'accéder aux pièces de rechange et à la technologie. Les compagnies aériennes nationales furent dans l'incapacité d'opérer des routes internationales et le commerce extérieur subit un recul drastique. En parallèle, les contacts diplomatiques avec l'Europe et l'Amérique du Nord furent réduits au minimum. L'image du colonel comme leader marginalisé s'accentua et sa figure fut de plus en plus associée à la notion d'un dirigeant rebelle isolé. Le régime répondit en essayant de projeter l'autosuffisance. Kadhafi insistait sur le fait que les sanctions étaient la preuve de la force libyenne face à la conspiration étrangère. Au niveau interne, l'appareil propagandiste utilisa le blocus comme justification des difficultés économiques et comme ressource pour exiger plus de loyauté de la population. Tout au long de l'isolement, la qualité de vie se détériora de façon constante. La rareté des ressources affecta tous les niveaux de la société, des services de base au système éducatif, qui fut de plus en plus déconnecté du monde extérieur. L'affaire Lockerbie continua de dominer l'agenda diplomatique pendant des années. Washington et Londres exigeaient la livraison des suspects libyens pour être jugés sur leur territoire, tandis que Tripoli refusait de reconnaître cette autorité. Après de prolongées négociations, un accord fut trouvé en 1999 pour que les accusés soient jugés par un tribunal neutre aux Pays-Bas, sous supervision écossaise. Cette étape permit la suspension partielle des sanctions, bien que le pays restât sous un fort examen. Le procès et la condamnation ultérieure de l'un des impliqués confirmèrent la responsabilité d'agents libyens dans l'attentat, ce qui maintint la pression internationale sur le régime. Chaque nouvelle accusation internationale alimentait la perception d'un régime qui non seulement s'opposait à l'ordre occidental, mais le faisait par des actions qui défiaient ouvertement les cadres légaux mondiaux. Parmi elles, se trouvaient des accusations de participation à des attentats en Afrique et de fourniture d'armes à des groupes insurgés dans différentes régions. L'isolement s'est maintenu pendant plus d'une décennie et la Libye a traversé une période durant laquelle son contact avec le reste du monde s'est limité presque exclusivement à des canaux africains et à des liens discrets avec certains États arabes. La marginalisation internationale a renforcé la centralisation du pouvoir interne, avec un régime de plus en plus replié sur lui-même et une économie qui dépendait de mécanismes informels pour se soutenir. L'appareil de sécurité, quant à lui, continuait d'être la colonne vertébrale qui garantissait le maintien de Kadhafi à la tête de l'État. L'affrontement avec l'Occident, le soutien aux mouvements armés, le bombardement de 1986 et les sanctions découlant de Lockerbie ont fini par configurer l'image de la Libye comme un pays paria sur la scène internationale. Durant ces années, le régime s'est maintenu par la rhétorique de résistance et le contrôle interne, tandis que la population subissait les conséquences d'un isolement presque absolu. Kadhafi a fini par symboliser les tensions d'une ère marquée par le conflit entre régimes contestataires et l'ordre établi, en payant pour cela un prix élevé en légitimité internationale. Le virage stratégique après la guerre froide. La fin de la guerre froide et l'effondrement du bloc soviétique ont laissé la Libye dans une position fragile. Pendant des ans, le pays avait été sous sanctions et isolement, mais le monde se transformait et le régime avait besoin de s'adapter. Le leader libyen comprit qu'il devait redessiner sa stratégie s'il voulait assurer la continuité de son pouvoir. Le premier signe de ce changement fut l'ouverture de conversations discrètes pour réduire les tensions avec l'Europe et, progressivement, avec les États-Unis.
Il ne s'agissait plus de se montrer comme un ennemi irréductible de l'Occident, mais d'ouvrir des portes qu'il avait maintenues fermées pendant des décennies. Le régime était harcelé depuis des ans par les sanctions internationales découlant de l'attentat de Lockerbie, et l'usure économique était évidente. Les revenus provenant du pétrole ne compensaient plus les restrictions imposées, et les effets du blocus s'accumulaient dans tous les secteurs. La pression des Nations Unies avait sévèrement limité la capacité de la Libye à commercer avec l'étranger. Dans ce contexte, la direction politique commença à explorer des voies de réinsertion. Ce fut un virage lent, plein de précautions, mais il représentait un changement fondamental. Les négociations s'intensifièrent à la fin des années 90. Des délégations européennes se rendirent à Tripoli et des canaux furent ouverts avec des diplomates britanniques. Le régime accepta de livrer 2 suspects libyens pour être jugés dans l'affaire de Lockerbie, un geste qui fut interprété comme une concession inédite. Bien qu'en Libye, la propagande ait présenté la décision comme un acte de souveraineté, à l'extérieur elle fut vue comme la preuve que le colonel était disposé à abandonner son isolement. Cette étape ouvrit la voie à la suspension des sanctions et à un soulagement économique immédiat. Avec l'arrivée du nouveau siècle, Kadhafi décida d'approfondir cette ligne. En 2003, il surprit en annonçant l'abandon du programme d'armes de destruction massive. Pour la communauté internationale, ce fut un coup inattendu, car pendant des ans, les services de renseignement avaient soupçonné que la Libye cherchait des armes nucléaires et chimiques. Le leader libyen chercha par ce geste à démontrer qu'il ne représentait plus une menace et qu'il pouvait devenir un partenaire acceptable. La décision fut prise après d'intenses conversations secrètes avec les États-Unis et le Royaume-Uni, et fut présentée comme une preuve de responsabilité. En pratique, elle répondait à la nécessité d'assurer la survie du régime dans un contexte global marqué par l'invasion de l'Irak et l'offensive américaine contre les gouvernements accusés de soutenir le terrorisme. L'abandon du programme nucléaire eut des conséquences immédiates. Des sanctions furent levées, les relations diplomatiques furent normalisées et surtout, les investissements revinrent. Des entreprises pétrolières européennes et américaines signèrent de nouveau des contrats millionnaires pour exploiter les vastes ressources du pays. La Libye retrouva l'accès à des technologies et des équipements qui avaient été bloqués pendant des ans. Le régime reçut des revenus croissants qui lui permirent de reconstituer son économie et d'assurer le contrôle social. Ce fut un triomphe stratégique. Sans céder le pouvoir interne, le colonel réussissait à se réintégrer dans la communauté internationale. Le rapprochement avec l'Europe fut particulièrement intense. Des leaders comme Tony Blair, Silvio Berlusconi et Nicolas Sarkozy se rendirent à Tripoli pour paraphère des accords. Les images de Kadhafi recevant des dirigeants occidentaux dans sa tente de campagne devinrent habituelles. L'ancien paria se convertissait en un partenaire avec qui l'on pouvait négocier du pétrole, des contrats d'armement et des projets d'infrastructure. L'Italie, par sa proximité et son passé colonial, se transforma en un allié clé. Le régime sut exploiter ces relations pour renforcer sa légitimité externe. En même temps, le colonel a maintenu un discours ambigu envers sa population. Alors qu'il s'ouvrait au monde, il continuait d'imposer un contrôle absolu en interne. La rhétorique officielle insistait sur le fait que la Jamaïria était un système singulier et inaltérable, mais en pratique, le régime a assoupli certaines normes économiques. Une certaine ouverture a été permise dans des secteurs tels que la banque et l'investissement privé, bien que toujours sous la supervision du cercle dirigeant. L'objectif était d'attirer les capitaux étrangers et de moderniser certains services sans renoncer au monopole politique. Durant ces années, des projets d'infrastructures visant à montrer une nouvelle image ont été lancés. Routes, bâtiments publics et l'ambitieux grand fleuve artificiel ont été présentés comme des symboles du progrès. Le régime utilisait ces réalisations pour renforcer l'idée que la Libye entrait dans une nouvelle étape, connectée au monde et capable d'offrir la prospérité. Cependant, sous cette façade de modernisation, la structure répressive du régime continuait d'opérer sans changement substantiel. Les services de sécurité continuaient de surveiller les opposants, et toute tentative d'organisation politique indépendante était immédiatement réprimée. La politique étrangère s'est également transformée. La Libye est passée du soutien aux groupes armés à l'étranger à se présenter comme un allié dans la lutte contre le terrorisme. Après les attentats du 11 septembre, le régime a offert des informations aux services occidentaux et a cherché à se montrer comme un collaborateur utile. Cette coopération a été récompensée par des accords commerciaux et des visites officielles.
Le colonel a su s'adapter au nouveau climat international et a fait de la Libye un partenaire inattendu pour des gouvernements qu'il avait auparavant traités en ennemis. La normalisation a eu un effet immédiat sur la vie quotidienne. Les vols internationaux vers Tripoli se sont multipliés et des entreprises étrangères ont installé des bureaux dans le pays. La population a connu une amélioration relative de l'accès aux biens de consommation et aux services. Cependant, ces avantages étaient distribués de manière inégale. Les bénéfices de l'ouverture ont été gérés sélectivement, récompensant ceux qui renforçaient les liens de clientèle avec le pouvoir central, tandis que les zones considérées comme problématiques restaient marginalisées. Le contrôle du pouvoir restait ferme et le changement n'incluait aucune démocratisation réelle. Le tournant stratégique du régime a également inclus le positionnement de figures de la nouvelle génération. L'un de ses fils a été particulièrement mis en avant, son image commençant à gagner en visibilité sur le plan international dans le cadre de la tentative de renouveler la projection du pays. Durant ces années, la diplomatie libyenne a travaillé intensément pour effacer l'image de paria international. Le pays a été de nouveau accepté au sein d'organisations régionales et s'est rapproché de l'Union africaine, où le colonel cherchait à se présenter comme un leader continental. L'abondance des ressources pétrolières facilitait ses aspirations, la Libye pouvant financer des projets et acheter des volontés. Le discours gouvernemental a articulé un récit de renaissance qui masquait la continuité de l'autoritarisme sous une nouvelle rhétorique. La nouvelle relation avec l'Occident a également eu sa dimension symbolique. Kadhafi a été reçu avec les honneurs dans les capitales européennes, a installé sa traditionnelle tente dans les jardins officiels et a signé des accords multimilliardaires. Le contraste avec l'image des années précédentes était notable. L'ancien ennemi devenait un invité de luxe à Paris, Londres ou Rome. Cette reconnaissance internationale a été utilisée pour renforcer son prestige interne et démontrer que, après des décennies d'isolement, il avait réussi à s'imposer sans céder le contrôle du pays. Malgré cette transformation externe, la base du régime restait la même, la peur. Ceux qui osaient remettre en question le pouvoir continuaient de faire face à la prison ou à la disparition. Les tentatives d'ouvrir des espaces de débat étaient contrôlées et neutralisées. La capacité du régime à renforcer les liens avec des puissances étrangères contrastait avec sa détermination à conserver intacts les mécanismes internes de contrôle absolu. Le changement d'image fut accompagné d'un discours renouvelé. Le colonel parlait de coopération, de développement et de modernisation, laissant de côté la rhétorique incendiaire des décennies antérieures. Cependant, dans son pays, les structures de pouvoir restaient intactes. Sous l'apparence de la modernisation, le système institutionnel maintenait intacts ses mécanismes d'obéissance verticale et d'exclusion politique. Le nouveau Kadhafi apparaissait au monde avec un autre visage, mais la logique du régime restait la même. À la fin de la première décennie du XXIe siècle, la Libye s'était réinsérée sur l'échiquier mondial. Les contrats pétroliers généraient des revenus extraordinaires, les relations diplomatiques s'étaient normalisées et le colonel jouissait d'une visibilité inédite en Occident. Mais sous cette apparence de renouveau persistait un régime autoritaire qui n'avait pas modifié ses fondements. L'ouverture partielle et les gestes conciliateurs étaient des stratégies pour survivre dans un environnement international changeant, non un chemin vers la démocratisation. Le pays continuait d'être gouverné par un seul homme, avec un contrôle absolu sur la politique et la société. Saïf al-Islam et les fausses promesses d'ouverture. Saïf al-Islam a commencé à apparaître sur la scène libyenne comme une figure distincte au sein du cercle du pouvoir. Son image fut soigneusement construite, présentée comme celle de l'héritier éclairé qui apporterait des changements à un système vieillissant. Dès ses premières interventions, son discours sonnait différemment de celui du leader historique, car il parlait de modernisation, de pluralité et de réconciliation nationale. Ses paroles ont attiré des jeunes, des intellectuels et des secteurs urbains qui aspiraient à une ouverture qui jusqu'alors semblait impossible. À travers lui, l'idée était transmise qu'une nouvelle étape était en marche et que la Libye pouvait s'intégrer dans un monde globalisé sans renoncer à son contrôle interne. Son visage commença à être utilisé comme emblème de renouveau, même si le régime conservait son architecture autoritaire. Dans ce contexte, Saïf a impulsé des initiatives qui visaient à ouvrir des espaces contrôlés pour la société civile. Des programmes de soutien aux artistes, écrivains et journalistes ont été présentés, lesquels ont vu une opportunité limitée d'exprimer des visions différentes. Des ONG avec un aval officiel ont également été promues,
fonctionnant comme des véhicules de propagande sans autonomie réelle. Ces gestes ont généré la sensation qu'un mur de répression se levait progressivement, mais la réalité montrait une autre facette. Toute critique dépassant les limites fixées par l'État continuait d'être sévèrement punie. Les centres de détention continuaient d'opérer et la surveillance sociale persistait comme base structurelle du système. Le mirage réformiste remplissait sa fonction tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, sans altérer le fond du pouvoir. Les messages de Saïf ont été amplifiés dans des universités étrangères et des forums internationaux. Son passage par des centres académiques européens a contribué à créer l'image d'un réformiste doté de solides références intellectuelles. De là, il projetait un récit qui parlait de réconciliation avec le passé et de la nécessité de surmonter les années d'isolement. Ses paroles étaient reçues avec intérêt par les diplomates et les hommes d'affaires occidentaux, qui voyaient en lui un interlocuteur fiable pour établir des relations avec un régime jusqu'alors marginalisé. La diplomatie internationale, désireuse de renouer des liens avec un pays riche en hydrocarbures, a commencé à le traiter comme une figure centrale dans toute conversation sur l'avenir libyen. De cette manière, sa figure se consolidait comme un pont entre la vieille garde et le monde extérieur. Sur le plan interne, des mesures visant à adoucir la rigueur des décennies précédentes ont été annoncées. Il y a eu des libérations partielles de prisonniers considérés comme de faible importance, accompagnées de déclarations sur la réconciliation nationale. Cependant, beaucoup de ces gestes se sont avérés symboliques, car les centres clandestins restaient actifs et les disparitions forcées ne cessèrent pas. Les familles des victimes du régime continuaient de réclamer des informations sans obtenir de réponse. Tandis que certains secteurs étaient intégrés comme preuve d'ouverture, d'autres continuaient d'être réprimés sans concession. La prétendue réforme opérait avec une logique sélective, montrant son caractère stratégique plutôt que transformateur. Saïf a également impulsé des projets liés à la modernisation économique. Il a été question de privatisation, d'ouverture aux investissements étrangers et de diversification au-delà du pétrole. Des conférences ont été organisées où des hommes d'affaires européens et nord-américains étaient reçus avec enthousiasme, tandis qu'il leur était garanti que le pays offrait des conditions stables sous sa direction. Ces initiatives coïncidaient avec l'intention de montrer la Libye comme un partenaire responsable après des années de sanctions internationales. Cependant, les bénéfices se concentraient dans un cercle restreint lié à l'élite dirigeante. La corruption et le clientélisme continuaient de marquer l'accès aux opportunités, tandis que la majorité ne percevait que peu d'améliorations concrètes dans sa vie quotidienne. Le discours de démocratisation a trouvé un écho dans les secteurs de la jeunesse qui avaient grandi sous le poids d'un système rigide. Saïf promettait une participation plus large, mentionnant même la possibilité d'une nouvelle constitution. Lors de conférences et d'entretiens, il parlait des libertés fondamentales, de la nécessité de reconnaître les erreurs du passé et de construire des institutions modernes. Ces déclarations ont rapidement circulé dans les médias internationaux, qui le dépeignaient comme le réformateur en herbe. Cependant, à l'intérieur du pays, toute tentative de former des partis indépendants ou des associations non contrôlées était immédiatement bloquée. L'appareil de sécurité ne cédait pas de terrain, et les organes officiels maintenaient le monopole politique. La distance entre le discours et la réalité était évidente pour ceux qui vivaient sous le régime. Les promesses de réconciliation incluaient des gestes envers d'anciens opposants en exil. Des rencontres ont été organisées avec certains dissidents désireux de revenir, toujours sous des conditions convenues avec les autorités. Ces retours étaient présentés comme des gestes de tolérance et de dépassement du passé, mais dans la pratique, ils étaient conditionnés. Beaucoup préféraient rester éloignés face au manque de garanties, et ceux qui acceptaient de revenir le faisaient avec des restrictions explicites, sachant que toute déviation pouvait leur coûter la liberté. Le processus fonctionnait comme une vitrine pour montrer une Libye réconciliée, bien que le contrôle restât intact. La stratégie de Saïf al-Islam s'est également appuyée sur le mécénat culturel. Des festivals de cinéma, des expositions d'art et des conférences académiques ont été organisées avec l'aval de fondations liées à sa personne. Ces initiatives visaient à projeter une image de pays ouvert et moderne. Cependant, en coulisses, les marges étaient clairement définies. La censure continuait de réguler les contenus, et toute allusion critique était retirée. Les artistes savaient que leur créativité devait rester dans les limites tolérées.
Ainsi, l'impulsion culturelle renforçait le récit d'ouverture sans toucher à la structure réelle du pouvoir. Dans les médias, des ajustements simulant une ouverture ont été introduits, permettant une certaine marge thématique sur des questions non politiques. Certaines publications ont commencé à couvrir des sujets culturels et sociaux qui n'avaient pas d'espace auparavant, ce qui a contribué à projeter une image de renouvellement. Cependant, les lignes rouges restèrent fermes, les structures du pouvoir demeuraient hors de tout questionnement. Sous cette prémisse, le système d'information a conservé son rôle d'instrument subordonné, où toute apparente diversité était soigneusement contenue. Les promesses de modernisation incluaient également le domaine juridique. Saïf a parlé à plusieurs reprises de la nécessité de remplacer l'ensemble de normes révolutionnaires par un cadre juridique plus moderne. La professionnalisation des tribunaux et la recherche d'une plus grande transparence ont été mentionnées. Néanmoins, le système judiciaire est resté subordonné aux organismes de sécurité. L'indépendance judiciaire ne s'est pas concrétisée et l'appareil légal a continué d'être utilisé comme instrument de pression. En conséquence, les propositions légales sont restées comme faisant partie du catalogue des promesses non concrétisées. Au niveau international, Saïf est devenu le visage amical du régime. Les gouvernements européens le recevaient lors de visites officielles et l'invitaient à des forums sur la coopération et le développement. Il parlait de réconciliation, d'investissement et de droits humains, tout en présentant des rapports sur les progrès en matière de droits et de gouvernance. Ces documents étaient accueillis avec prudence, mais suffisaient à réactiver des accords économiques et à débloquer des contrats énergétiques. Le discours réformiste a suffi à convaincre de nombreux acteurs externes, plus intéressés par la stabilité et les ressources que par des transformations profondes. Ainsi, la position internationale du régime s'améliorait sans altérer son fonctionnement interne. À l'intérieur du pays, la perception a évolué avec le temps. Au début, beaucoup ont vu en Saïf un espoir de transformation réelle, mais le passage des années, sans changement substantiel, a érodé cette confiance. L'appareil répressif a été adapté, non démantelé. Il opérait sous de nouvelles formes, mais avec la même finalité de contrôle total. La population a compris que l'impulsion réformiste répondait davantage à une stratégie de stabilisation qu'à une volonté authentique d'ouverture. Avec le temps, les attentes se sont diluées entre gestes symboliques et restrictions constantes, confirmant que la marge pour une ouverture authentique restait nulle. La rébellion à Benghazi est le début de la guerre civile. Le début de l'année 2011 en Afrique du Nord a été marqué par l'effondrement de gouvernements qui semblaient inébranlables. En Tunisie, le départ de Ben Ali a démontré qu'un régime autoritaire pouvait s'effondrer en quelques semaines. En Égypte, les foules sur la place Tahrir ont contraint à la démission Hosni Moubarak après des décennies au pouvoir. Ces images ont parcouru la région et sont arrivées en Libye, où pendant plus de 40 ans la population avait vécu sous un système rigide et surveillé. L'écho des révoltes voisines a suscité des attentes dans un pays où les blessures de la répression accumulée restaient ouvertes. Dans ce contexte, Benghazi, ville orientale avec une longue tradition de résistance, est devenue le détonateur d'un processus qui transformerait le destin du pays. Les protestations ont commencé comme des rassemblements réduits réclamant la libération de prisonniers politiques et des améliorations de la vie quotidienne. Le climat était de tension contenue, car les forces de sécurité avaient étouffé pendant des décennies toute tentative d'organisation indépendante. Cependant, l'étincelle s'est allumée lorsque les autorités ont répondu avec violence aux premières marches. Les manifestants, qui étaient sortis avec des slogans pacifiques, ont été confrontés à des balles et des gaz lacrymogènes. Le choc a radicalisé des secteurs qui jusqu'alors ne s'étaient pas mobilisés et a généré un effet domino. À mesure que les récits de morts et de blessés circulèrent dans la ville, de plus en plus de personnes rejoignaient les rues, convaincues qu'il était temps de défier le pouvoir établi. Le soulèvement, initialement contenu, s'étendait avec une rapidité imparable. La réaction du régime a été de durcir la répression. Des troupes et des brigades loyales ont été déployées avec des ordres clairs d'étouffer tout signe d'insurrection. Cependant, l'usage excessif de la force a produit l'effet contraire. Les funérailles des premiers tombés ont cessé d'être des cérémonies privées et sont devenues des actes publics qui renouvelaient la protestation. Les slogans contre le gouvernement se multipliaient à chaque enterrement et le cycle de mobilisation et de répression s'intensifiait. En quelques jours, Benghazi est passé d'une ville sous surveillance à un territoire en confrontation ouverte avec le pouvoir central.
Les désertions au sein des rangs militaires et de sécurité ont été un facteur décisif. Officiers et soldats, beaucoup d'entre eux originaires de l'Est du pays, ont refusé de tirer sur leur communauté. Certains ont rendu leurs armes, d'autres ont rejoint les comités de défense improvisés. L'affaiblissement de la structure militaire, accéléré par de nombreuses défections, érodait la capacité répressive du régime. Des groupes de jeunes armés, avec des fusils récupérés et des véhicules adaptés, ont commencé à organiser des points de défense dans les quartiers et les bâtiments stratégiques. L'insurrection est passée des slogans à la résistance armée. Le vide politique généré par le retrait de l'autorité à Benghazi a donné lieu à la formation du Conseil national de transition. Cet organe est né de l'union entre avocats, juges, universitaires et figures respectées de la ville, avec l'intention de donner une structure au mouvement insurgent. Son objectif initial a été de représenter la population rebelle et de coordonner la résistance. En quelques jours, le Conseil émettait des communiqués et assumait des fonctions qui auparavant relevaient de l'État. Le drapeau tricolore de l'ancien royaume a de nouveau flotté sur les édifices publics comme symbole de rupture avec le régime. C'était une déclaration politique claire. Il ne s'agissait pas seulement d'une protestation, mais du début d'un processus de substitution de l'ordre en vigueur. La guerre civile commençait à se dessiner. Tandis que les villes de l'Est restaient sous le contrôle du Conseil national de transition, Tripoli répondait par des messages agressifs, accusant les insurgés de trahison et de manipulations étrangères. Les médias d'État tentaient de montrer des images d'unité, mais sur le terrain, la fracture était évidente. Le pays restait divisé entre un Est insurgé et un Ouest encore loyal, reprenant des lignes historiques de séparation régionale. Avec chaque combat, cette division devenait plus profonde et visible. Le régime concentra ses forces sur un objectif, récupérer Benghazi. Il comprenait que perdre la deuxième ville la plus importante représentait un coup dévastateur. Des colonnes de chars et d'artillerie lourde avancèrent vers l'Est, décidées à réprimer la rébellion avant qu'elle ne se consolide. Néanmoins, la résistance fut plus organisée que prévu. Les insurgés, renforcés par l'adhésion d'ex-militaires et le soutien populaire, offrirent une défense coordonnée. Les rues se remplirent de barricades improvisées et toute la ville se consacra à l'effort. Des voisins offraient des aliments, du carburant et un refuge aux combattants. Benghazi s'érigeait comme référence symbolique d'une résistance qui débordait les marges locales. En parallèle, le Conseil national de transition comprenait la nécessité d'un soutien externe. Des émissaires voyageaient à l'étranger cherchant légitimité politique et soutien logistique. Le récit qu'ils diffusaient montrait un peuple décidé à se libérer d'une dictature prolongée, faisant appel à la solidarité internationale. En même temps, ils tentaient d'articuler une chaîne de commandement rudimentaire entre les groupes armés qui surgissaient dans la région. Bien que la discipline fût variable, la volonté de lutte était ferme. Les premières victoires dans des localités proches renforcèrent le moral. À Al-Baïda, Derna et Tobrouk, les manifestants réussirent à expulser les forces loyales et à établir des comités de gestion locale. La rébellion s'étendait au-delà de Benghazi, démontrant que ce n'était pas un phénomène isolé. Les tribus de l'Est, traditionnellement distantes du pouvoir central, jouèrent un rôle clé dans le maintien de l'insurrection. Le régime tenta de regagner du terrain avec des bombardements aériens, mais le processus avait déjà atteint un point de non-retour. Le contraste entre Tripoli et Benghazi s'accentuait. Dans la capitale, le leader apparaissait entouré de partisans sur des images soigneusement produites, tandis qu'il promettait de résister jusqu'à la fin. Dans l'Est, la réalité se montrait en colonnes de fumée, bâtiments détruits et barricades. Les médias internationaux commencèrent à changer d'approche. Ce qui avait commencé comme une protestation pacifique se transformait en guerre ouverte. La ville de l'Est devenait le symbole et le centre opérationnel d'une rébellion qui défiait directement le régime le plus ancien de la région. À mesure que les combats s'intensifiaient dans l'Est du pays, diverses organisations ont commencé à documenter ce qui se passait sur le terrain. Des témoignages et des enregistrements montraient l'impact direct de l'offensive sur les secteurs civils. À Benghazi, les hôpitaux s'effondraient et des quartiers entiers étaient isolés par les affrontements. La ville, devenue l'épicentre du soulèvement, faisait face à un risque croissant de destruction totale. Face à ce scénario, le Conseil national de transition a intensifié ses contacts avec les gouvernements étrangers, avertissant d'un possible massacre si aucune action n'était entreprise à temps.
Au niveau interne, l'insurrection a marqué la rupture définitive du mythe d'invulnérabilité du régime. Pendant des décennies, l'idée que toute dissidence était inutile s'était imposée, mais la perte de contrôle sur l'Est démontrait le contraire. Les images de bâtiments publics occupés, de drapeaux rebelles sur les places et de citoyens prenant des décisions en dehors de l'État généraient un coût symbolique irréparable. Le régime conservait encore des ressources et des territoires clés, mais il avait perdu le monopole de l'autorité. Ce qui a commencé à Benghazi a allumé une mèche qui ne pourrait être éteinte. La Libye entrait dans une nouvelle étape, le conflit s'étendant au-delà de ses rues vers l'ensemble du territoire national. L'intervention de l'OTAN et la chute de Tripoli. La crise en Libye est entrée dans une nouvelle phase lorsque le Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé la résolution autorisant l'usage de la force pour protéger la population civile. Le régime avait menacé de raser Benghazi et de récupérer l'Est par une attaque totale, ce qui a poussé la communauté internationale à réagir. La résolution a permis d'établir une zone d'exclusion aérienne et a autorisé les États membres à employer tous les moyens nécessaires pour stopper l'avancée des forces loyales. La mesure a ouvert la voie à l'intervention militaire de l'OTAN, qui a rapidement pris le commandement des opérations. À partir de ce moment, le conflit libyen a cessé d'être une affaire interne et s'est transformé en le théâtre d'une action militaire internationale sans précédent dans le pays. Les premiers bombardements ont visé la défense antiaérienne et les bases aériennes contrôlées par les forces du régime. L'objectif était de neutraliser la capacité d'attaque aérienne et de créer les conditions pour que les rebelles puissent résister sans être écrasés depuis le ciel. En quelques heures, les avions de l'Alliance ont détruit des radars, des systèmes de missiles et des hangars. Les images de colonnes de fumée à la périphérie de Tripoli et dans les bases militaires proches ont été diffusées immédiatement. La supériorité technologique de la coalition a été claire dès le début, car les systèmes de défense libyens se sont avérés incapables de répondre efficacement. L'appareil militaire qui avait soutenu le régime pendant des décennies a été dépassé par la puissance de feu d'une opération conjointe menée par les puissances occidentales. Après l'attaque initiale, la campagne s'est concentrée sur le ciblage des unités terrestres qui avançaient vers les villes rebelles. Les convois blindés et les concentrations d'artillerie sont devenus des cibles prioritaires. Les avions de l'OTAN patrouillaient quotidiennement l'espace aérien, prêts à attaquer tout mouvement représentant une menace directe contre la population. Pour les insurgés sur le terrain, l'effet a été immédiat. Ils ont cessé de faire face à des bombardements constants et ont pu réorganiser leur position. À Benghazi, la crainte d'un assaut final s'est dissipée et la population a retrouvé confiance. Le changement stratégique s'est avéré crucial, car il a transformé une résistance en retraite en un mouvement capable de reprendre du terrain. À Tripoli, le régime a dénoncé l'intervention comme une agression étrangère et a tenté de mobiliser la population avec des discours appelant à résister à l'invasion. Les médias officiels diffusaient des images de rassemblements sur les places où le soutien aux leaders était manifesté. Cependant, la pression militaire et l'isolement diplomatique étaient de plus en plus asphyxiants. La capitale vivait sous des bombardements sélectifs qui frappaient les bâtiments de l'appareil d'État, les centres de commandement et les arsenaux. Bien que l'OTAN ait insisté sur le fait que les attaques ne visaient que des objectifs militaires, la vie quotidienne des habitants de la capitale a été profondément perturbée. Les sirènes et les explosions sont devenues partie intégrante de la routine nocturne, tandis que la population cherchait refuge dans les sous-sols et les mosquées. Le progrès des rebelles, soutenu par les attaques aériennes, fut constant tout au long de l'été 2011. Des villes qui avaient été sous le contrôle du régime commencèrent à tomber l'une après l'autre. La route vers Tripoli s'ouvrit grâce à la combinaison d'attaques aériennes et de soulèvements locaux qui affaiblissaient les défenses. Misrata, théâtre de combats particulièrement acharnés, résista à un siège prolongé jusqu'à ce que la pression aérienne permit aux insurgés de rompre l'encerclement. La ville côtière devint un symbole de la résistance et sa libération impulsa encore davantage l'avancée vers la capitale. Le régime, incapable de maintenir le contrôle sur l'ensemble du territoire, se repliait à mesure que les fronts de bataille se rapprochaient du cœur du pouvoir. La chute de Tripoli commença à prendre forme lorsque les rebelles réussirent à coordonner une attaque depuis plusieurs directions. Des colonnes venant de Misrata, Zawiya et de la région montagneuse de Nafouza convergèrent vers la capitale.
L'OTAN intensifia les bombardements contre des positions stratégiques, détruisant des dépôts d'armes et des centres de communication. En parallèle, des cellules clandestines dans Tripoli même commencèrent à se mobiliser, attaquant des postes de contrôle et créant le chaos dans différents quartiers. Le régime tenta de répondre en déployant ses brigades les plus fidèles, mais la pression se révéla insoutenable. En quelques jours, les combats se déplacèrent vers le centre de la ville, avec des affrontements autour des bâtiments gouvernementaux et dans les avenues principales. Le complexe de Bab al-Azizia, symbole du pouvoir du leader pendant des décennies, tomba aux mains des rebelles après d'intenses combats, modifiant définitivement le contrôle sur la capitale. L'image de rebelles occupant la résidence qui avait été le théâtre de réceptions officielles et de discours télévisés fut un coup symbolique irréparable pour le régime. Les drapeaux du Conseil national de transition flottèrent sur le complexe, tandis que des scènes d'archives personnelles et de portraits détruits étaient diffusées. La population descendit dans les rues pour célébrer la fin du contrôle du régime dans la capitale, bien que des combats sporadiques se poursuivissent dans certains secteurs. La chute de Tripoli ne signifia pas la fin immédiate du conflit, mais elle représenta la perte du centre politique et administratif le plus important. À partir de ce moment, la survie du leader dépendait de sa capacité à maintenir un soutien dans des enclaves réduites. Le retrait vers Sirte fut la réponse immédiate de Kadhafi et de son cercle proche. La ville côtière, berceau du dirigeant lui-même, se transforma en dernier bastion de résistance. S'y concentrèrent des loyalistes, des brigades armées et des membres de la famille, convaincus qu'ils pourraient résister au siège. Sirte devint un refuge, mais aussi un piège. Les attaques aériennes continuèrent de frapper les routes d'accès et les convois qui tentèrent de transporter des fournitures furent détruits depuis les airs. Le siège se resserra, réduisant la marge de manœuvre. Pendant ce temps, le Conseil national de transition transféra sa base politique à Tripoli et commença à consolider son autorité en tant que nouveau pouvoir reconnu par une grande partie de la communauté internationale. En parallèle, la persécution judiciaire avançait également. La Cour pénale internationale émit des mandats d'arrêt contre le leader, certains de ses enfants et des collaborateurs proches, les accusant de crimes contre l'humanité. Ces accusations renforcèrent la pression globale et réduisirent encore davantage les possibilités de négociation. Les pays qui, par le passé, avaient maintenu des liens avec le régime commencèrent à reconnaître le Conseil comme représentant légitime du pays. La chute de la capitale et l'isolement international rendèrent clair que l'ère du leader touchait à sa fin. La lutte se réduisait à des enclaves comme Sirte et Bani Walid, qui se préparaient à des affrontements finaux. L'intervention de l'OTAN avait complètement altéré l'équilibre du conflit. Sans les attaques aériennes, la rébellion aurait difficilement résisté à l'assaut initial sur Benghazi. Avec eux, les rebelles non seulement survécurent, mais avancèrent jusqu'à renverser le régime dans son propre centre. La campagne aérienne, avec des milliers de missions réalisées, montra la capacité de l'Alliance à intervenir de manière décisive dans un conflit interne. Cependant, elle ouvrit également un débat sur les limites de la résolution des Nations Unies et sur la nature de l'opération. Pour les insurgés, ce fut la différence entre la survie et la défaite. Pour le régime, cela représenta le coup qui mit fin à plus de 4 décennies de domination. La vie à Tripoli après la chute du régime changea radicalement. Les institutions tombèrent en ruine et le nouveau pouvoir dut faire face au défi d'administrer une ville traumatisée par des mois de combats et de bombardements. Les miliciens qui avaient mené l'offensive s'installèrent dans des quartiers et des bâtiments, tandis que les services de base commençaient à peine à se rétablir. La transition promise par le Conseil national de transition se heurtait à la difficulté d'imposer l'ordre au milieu de l'euphorie et du désordre. La capitale, qui avait vécu pendant des années sous stricte surveillance, se transformait maintenant en un espace de célébration, mais aussi d'incertitude. La guerre n'était pas terminée, et les affrontements à Sirte et Bani Walid montraient qu'il restait encore des batailles à livrer. Chassé comme une bête, capture et mort de Kadhafi. Dans les derniers jours d'octobre 2011, Sirte s'était transformé en un champ de ruines sous un siège constant. La ville natale de Mouammar Kadhafi, devenue son dernier refuge, était encerclée par des forces rebelles soutenues depuis les airs par l'OTAN. Les quartiers qui autrefois abritaient des familles loyales au régime étaient dévastés par les bombardements, les rues couvertes de débris et de véhicules carbonisés. Dans cet environnement, l'ancien dirigeant restait caché dans un réseau de tunnels et de maisons détruites,
accompagné d'un cercle restreint de gardes du corps. Sans accès régulier à l'eau potable, avec peu de nourriture et sans communication, l'homme qui avait dominé la Libye pendant plus de 4 décennies se trouvait isolé, sans commandement ni contact avec l'extérieur. Les forces rebelles avaient concentré leur offensive autour de Sirte, car elles comprenaient que les derniers symboles de la résistance s'y réfugiaient. Les brigades qui encerclèrent la ville recevaient des rapports sur la présence du leader en un point quelconque du centre urbain, bien que sans précision. Pendant des jours, les attaques aériennes contre les convois en fuite se sont intensifiées et les drones surveillaient le terrain à la recherche de signes du dirigeant. La pression militaire était insoutenable. Chaque jour, de nouvelles positions défensives tombaient et les loyalistes étaient confinés à une zone de plus en plus petite. Aux premières heures du 20 octobre, un convoi de véhicules blindés et de camionnettes quitta la zone où il se réfugiait. Il était accompagné de membres de sa garde personnelle et de figures de confiance. La colonne avança à travers des rues détruites avec l'intention d'abandonner la ville pour se diriger vers le sud, vers des régions où il y avait encore des sympathisants. Mais la tentative fut interceptée. L'aviation française, partie de la coalition internationale, détecta le mouvement et lança une attaque précise. Plusieurs véhicules furent touchés par des missiles, explosant au milieu de la route. Le convoi fut désarticulé et les survivants s'enfuirent dans différentes directions. Kadhafi, étourdi et couvert de poussière, se réfugia avec quelques hommes dans un conduit en béton d'un égout souterrain, parmi les rats, l'eau stagnante et les débris. Habitué pendant des années à se présenter lors de réceptions luxueuses, il se trouvait maintenant accroupi sous terre, tandis qu'à l'extérieur résonnaient des tirs et des voix de poursuite. Les rebelles, guidés par des informations de reconnaissance aérienne, ratissèrent la zone avec une intensité croissante. Peu après midi, des combattants de Misrata localisèrent l'égout où il se cachait. Des cris s'élevèrent lorsqu'ils le découvrirent à l'intérieur du tuyau, blessé et désarmé. Les images prises avec des téléphones portables montraient un homme confus, traîné à coups de bousculade par une foule qui ne cessait de le frapper. Le moment de la capture fut chaotique. Des dizaines de combattants se pressèrent, filmèrent la scène et l'exhibèrent comme un trophée devant les caméras. Pendant le transfert improvisé vers un véhicule, les coups et les agressions continuèrent. Certains tentaient de le prendre vivant, mais la pression de la foule était incontrôlable. Au milieu des bousculades, des actes de brutalité furent commis, laissant des marques visibles sur son corps. Les insultes, les tirs en l'air et le désordre reflétaient le manque d'autorité claire. Le trajet vers Misrata, où il devait être présenté, se transforma en un lynchage incontrôlé. L'ancien dirigeant était traité comme un butin de guerre, réduit à la condition de prisonnier sans défense. L'exécution s'est produite sans jugement ni procès. Sa mort, provoquée par des impacts de balles à très courte distance, a été enregistrée sur de multiples enregistrements qui ont circulé immédiatement dans le monde entier. Les restes ont été transférés à Misrata, où il a été décidé d'exposer le corps dans un réfrigérateur industriel. Pendant des jours, des centaines de personnes ont fait la queue pour voir le dirigeant déchu. La scène est devenue un spectacle. Certains le célébraient comme justice, d'autres l'enregistraient avec curiosité morbide. L'exposition prolongée a suscité des critiques internationales pour son manque de dignité. Le destin final du cadavre a été gardé secret. Craignant que sa tombe ne se transforme en lieu de pèlerinage ou de dispute, les nouvelles autorités ont ordonné un enterrement clandestin dans le désert. Seul un groupe réduit a participé à la sépulture, réalisée à l'aube et sans cérémonie publique. Ainsi s'est terminée l'histoire physique de celui qui avait dominé la Libye pendant plus de 4 décennies. Bien que son corps ait disparu, les images de sa chute sont restées gravées dans la mémoire collective. Cependant, cette fin n'a pas apporté ordre ni justice. Le lynchage, au lieu d'inaugurer une transition pacifique, a mis en évidence l'absence de structures capables de garantir la légalité ou la réconciliation. La violence du dénouement anticipait le désordre qui s'annonçait. Pour une grande partie de la population, voir l'ancien leader transformé en cadavre était le signe indiscutable que l'ère du régime avait pris fin, même si l'avenir immédiat n'offrait ni clarté ni promesse. Avec le temps, des aspects moins visibles du régime qu'il a dirigé ont également commencé à émerger. Pendant des décennies, Kadhafi avait cultivé une figure énigmatique et frappante. Ses costumes, ses mises en scène théâtrales et ses coutumes hors protocole. Mais à côté de cette image se maintenait un réseau de pratiques privées qui ne fut reconnu avec plus de détails qu'après sa mort. Parmi elles se trouvait l'existence d'une escorte féminine personnelle, présentée comme une force loyale et symbolique.
Des années plus tard, des récits ont commencé à circuler sur la véritable nature de cet entourage, composé de femmes dont la présence répondait à des relations de pouvoir marquées par l'inégalité et le contrôle personnel du leader. Des enquêtes ultérieures ont révélé que, dans certaines résidences officielles, il y avait des chambres fermées à l'accès public, utilisées à des fins étrangères au protocole. Certains témoignages recueillis après la chute du régime faisaient allusion à une sélection directe de personnes jeunes, souvent lors de visites institutionnelles, qui étaient transférées sans explication dans ces espaces. Là, le pouvoir du leader s'exerçait de manière unilatérale, selon une logique qui laissait les victimes sans possibilité de défense. À cela s'ajoutaient des opérations extraterritoriales impulsées par les services du régime. Pendant des années, des opposants en exil ont fait l'objet de surveillance, de menaces ou d'actions secrètes. Le message était clair. La dissidence n'était tolérée nulle part et la main du régime pouvait les atteindre même en dehors de la Libye. La richesse qui soutenait cet enchevêtrement était immense. Provenant des revenus pétroliers et administrée avec opacité, elle était utilisée pour soutenir des réseaux clientélistes, financer des opérations politiques et renforcer un style de vie étranger à la réalité quotidienne de la majorité. Bien que les chiffres exacts n'aient jamais été confirmés, diverses estimations internationales le plaçaient parmi les chefs d'État les plus riches du continent. Ce système de pouvoir n'était ni documenté dans les lois, ni visible dans les organes officiels. Il opérait en parallèle, protégé par la peur, le silence et l'obéissance. Sa chute n'a pas seulement laissé des vides institutionnels, elle a également mis au jour une structure informelle d'abus qui, pendant des années, avait été naturalisée par ceux qui la craignaient ou la servaient. La mort de Kadhafi ne fut pas seulement la fin d'un régime, mais l'effondrement d'une architecture de pouvoir qui s'étendait au-delà du visible. Le leader renversé, ce qui a émergé fut un pays fracturé, blessé et plein de cicatrices cachées, et aussi une mémoire qui petit à petit commença à raconter ce qui pendant si longtemps avait été tu.